Bonsoir. Bonsoir à tous. Donc, vous êtes en direct de la mairie d'Antony, dans la salle du conseil municipal. Et vous pouvez déjà, dès maintenant, puisque c'est une conférence interactive, poser vos questions. Et moi, sur la tablette, je verrai les questions que vous êtes en train de poser. Alors, cette conférence, elle s'appelle « Confinement, Covid-19, quel changement dans nos vies ?» Je me présente. Cécile Vinard, je suis responsable de la promotion de la santé sur la ville d'Antony. La conférence en elle-même, déjà, c'est un changement, puisqu'on parle du changement, puisqu'aujourd'hui, on a décidé de faire une conférence interactive où vous pouvez vous-même, aujourd'hui, poser vos questions. Vu les conditions sanitaires, on s'est dit que peut-être il fallait qu'on change nos façons d'intervenir auprès des gens. Et le sujet en lui-même, donc nos changements, c'est aussi lié au confinement et lié à la situation qui s'est posée à nous. Cette conférence, elle est organisée par la ville d'Antony. La mairie d'Antony, elle est toujours soucieuse de la qualité de vie pour ses Antoniens et elle nous offre la possibilité aujourd'hui de pouvoir échanger avec nous. Qu'est-ce que c'est que cette crise sanitaire? Alors, au mois de mars, tout d'un coup, on se retrouve à la maison, en télétravail pour certains, pas savoir quoi faire, le temps s'est arrêté, on ne peut plus sortir et dehors, on ne sait pas ce qui se passe. On regarde la télé, tout est très 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 compliqué. C'est une situation qui était quand même incroyable pour nous. On n'aurait jamais pensé quelques jours avant, quelques mois avant, quelques années avant qu'on se retrouvait dans cette situation-là. On ne va pas se mentir, ces 2 mois de confinement, c'était une expérience complètement inédite, parfois éprouvante. Les célibataires ont parfois ressenti qu'ils étaient en profond isolement. Les couples ont été mis à l'épreuve, les familles ont connu leurs limites, parfois poussées à l'extrême, mais parfois aussi des nouveaux liens se sont créés. Les voisins se sont parlé pour la première fois, notamment après avoir applaudi des hospitaliers vers 20h. L'idée de cette conférence, c'est comment ces expériences ont-elles bouleversé notre regard sur la vie? Est-ce que les choses ont changé? Est-ce qu'on a envie de changer de vie, de quitter ou non notre travail, de nouer de nouvelles relations? Qu'est-ce que ces découvertes vont changer dans notre monde d'après? Tout d'abord, tout de suite, parce que c'est important, cette situation qui est compliquée et qui nous a parfois déboussolés, peut-être angoissés, peut-être des émotions incroyables, ben c'est bien normal. C'est bien normal qu'on vive ça. Et si on a l'impression qu'aujourd'hui c'est impossible de continuer et de pouvoir s'exprimer, de pouvoir sortir dehors, d'être en difficulté, il ne faut pas rester tout seul. Sur le site de la ville, on a publié un certain nombre de numéros de téléphone, des cellules psychologiques, des cellules psychiatriques, et n'hésitez pas à les contacter parce que ça c'est très important. Aujourd'hui c'est compliqué pour tous, hein. On n'imaginait pas qu'on allait vivre ce genre de choses. La table ronde qu'on propose ce soir, avec mes intervenantes qui sont là, est une table ronde pour essayer de voir à travers leurs actions, ce qui a pu être fait, ce qu'elles ont découvert, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce que ça a changé pour nos partenaires dans la ville. Je rappelle tout de suite, puisque ce n'est pas le sujet et les questions sur ce sujet on ne répondra pas, tout ce qui concerne le Covid-19, la maladie, le traitement, le dépistage, la politique santé en général, ça ne fera pas partie des questions dont on répondra maintenant. Vous êtes en direct, n'hésitez pas, posez vos questions. Première question. On a vu dans les hôpitaux beaucoup de matériel qui manquait, une pénurie en blouse, une pénurie en masque, une pénurie en un certain nombre de choses, avec beaucoup de malades qui venaient. Et puis nous, on était à la maison, on se disait qu'est-ce qu'on pouvait faire. Anne Martel, vous pouvez vous présenter et nous expliquer comment ça s'est passé avec les surblouses. Oui. Quel a été le projet, quelle aventure a été faite à ce moment-là? Oui, donc bonsoir. Donc Anne Martel, je suis antonienne depuis plus de 20 ans, installée avec ma famille, et je suis naturopathe. Donc en fait, nous avons répondu à l'appel de Sarah, qui est infirmière à Antony et qui s'est rendue compte en fait qu'avec du voile d'hivernage, on pouvait faire des blouses pour le personnel soignant, puisque le matériau était assez proche en fait de ce qu'ils avaient dans les hôpitaux. Donc
on a récupéré, enfin on a eu des dons par des jardineries de gros stocks de voiles d'hivernage. Et il a fallu les coudre, les découper et les coudre. Donc on s'y est tous mis. Donc au début, on était très peu nombreux. Pour ma part, je ne coupe pas, donc je ne fais pas grand-chose de mes 10 doigts, mais ma fille Alia, qui a 14 ans, est très bonne couturière, donc elle s'est attelée à la tâche. Et donc très vite, en fait, les appels ont afflué pour nous aider. Voilà, vraiment, voilà, qui voulait couper, qui voulait coudre. Voilà, dans tout Antony, quelques personnes aussi des villes avoisinantes nous ont appelés pour se rendre utiles et nous aider. Donc a démarré une formidable aventure humaine, puisqu'on a fini, on était plus de 280 personnes. Donc on s'est organisé par quartier, parce que c'était aussi énormément d'organisation, de découper, de coudre, de passer de l'un à l'autre, et puis après d'aller livrer dans les hôpitaux, à qui ça allait profiter, et puis de tenir un peu des comptes aussi de tout ça, de savoir combien on avait fait de blouses au bout du compte. Et alors, donc, oui, et alors on a fait plus de 4500 sur blouses en voile d'hivernage et plus de 1500 en tissu. Donc voilà, un formidable travail des couturières. Donc certaines me disaient « Oh là là, mais j'ai fait que 10 blouses, je ne suis pas très fière de moi », alors que voilà, chacun a vraiment œuvré, vraiment beaucoup de solidarité, quoi. Et ça a fait un groupe exceptionnel. Voilà, vraiment que des belles rencontres. Que des belles rencontres. J'imagine. En tout cas, les chiffres sont impressionnants, bravo. Ouais. Bravo à tous les bénévoles qui ont participé oui, bravo à ça. À eux, parce que vraiment... Et bravo aussi à avoir eu l'idée. C'est Sarah qui a eu l'idée, donc nous on a juste suivi, on a un petit peu organisé tout ça, parce que c'était beaucoup d'organisation, parce qu'au bout d'un moment, quand on a commencé à être 50, 60, 70, les allers-retours en voiture, aller déposer, ça devenait trop. Donc voilà, nous on a beaucoup organisé, mais l'idée c'est Sarah vraiment qui l'a eu, et après les bénévoles ont fait le reste, quoi. Alors bon, les bénévoles, on a aussi eu la situation, c'est qu'il fallait qu'on aille manger, qu'on aille acheter des choses. Est-ce qu'il fallait sortir? Est-ce qu'il ne fallait pas sortir? Est-ce que c'était important? Comment on pouvait s'organiser là-dessus? Et c'est vrai que Amélie, vous vous occupez de la petite échoppe sur Antony. Vous avez fait appel à des bénévoles aussi pour vous aider. Vous pouvez nous expliquer un peu comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Oui. Alors, ma petite échoppe, c'est tout d'abord une épicerie coopérative et solidaire. C'est ouvert à tous. Chacun peut venir y faire ses courses et on propose aux personnes qui le souhaitent de devenir adhérents pour participer au fonctionnement du magasin, au fonctionnement de l'association. On est en fait 2 salariés et toute la boutique est tenue par des bénévoles. Et parmi ces adhérents, on soutient 70 familles qui bénéficient de tarifs réduits sur leurs courses. Et dès que le confinement a été mis en place, en fait, notre priorité, ça a été d'assurer la sécurité à la fois de nos bénévoles qui œuvraient tous les jours dans le magasin et aussi, bien sûr, la sécurité de nos clients et des familles qu'on soutenait. Donc, en fait, on a décidé de servir complètement les clients de tous les produits du magasin, ce qui demandait beaucoup de bras et de bonne volonté. Donc en fait la mairie a passé une annonce en fait pour faire un appel à bénévoles et on a été vraiment étonnés de la réponse que l'on a eue. On a été rejoints par énormément de gens. On avait une bénévole qui était entièrement dédiée aux appels de nouveaux arrivants pour les accueillir déjà et voilà. Et ensuite, ça a été vraiment très riche parce que c'est des gens de tout horizon qui nous ont rejoints, de tous les âges, qui déjà venaient là parce que pour eux, c'était important de s'investir dans la vie locale, dans la vie de leur quartier, de s'investir aussi dans un endroit où ils avaient l'habitude d'aller, dont ils partageaient les valeurs. Pour d'autres aussi, ils ont témoigné le fait qu'on était pour eux une bouffée d'air frais.
parce que qui dit confinement dit bien sûr voilà, restriction des liens sociaux, et voilà, donc venir chez nous, c'était retrouver des personnes, pouvoir justement discuter avec les clients en les servant. Et c'était aussi, quand on se retrouve au chômage partiel ou voire même total, on se sent plutôt inutile. Et là, justement, à l'inverse, voilà, ça permettait de retrouver un sens et de pouvoir servir les autres. Voilà. Vous m'aviez dit, quand on s'était rencontrés, que c'était quand même beaucoup de gens qui étaient assez isolés, qui faisaient partie des familles qui étaient aidées par la petite échoppe, et que du coup, ça vous avait permis d'essayer de les retrouver et de voir qu'ils pourraient venir et garder des liens avec vous dans une période. C'est vrai, quand on est une femme isolée avec son enfant et qu'on ne sait pas trop comment sortir, j'imagine que c'est des moments qui sont importants. Oui, tout à fait. Oui. On a eu des témoignages vraiment touchants de personnes qui nous disaient qu'on était vraiment la lumière au bout du tunnel, quoi, que voilà, c'était compliqué à la maison, c'était compliqué avec les enfants, et de venir dans le magasin, de pouvoir discuter, prendre un peu de temps, même si on avait on a eu une grosse activité, donc il fallait c'était un peu compliqué aussi de temps en temps, mais voilà, pour eux, c'était important. Et puis, on a relayé la distribution des masques qui nous a été donnée par la mairie. Donc, on a pu donner des masques aux familles, voilà, parce que tous les liens qu'elles pouvaient avoir avec les liens avec les autres parents, par exemple avec l'école, ou même les liens avec les services sociaux, tout était quand même mis entre parenthèses. Oui. Voilà, donc on était vraiment un endroit où elles pouvaient venir pour retrouver du contact. Du lien social avec exactement. Ouais. Mais c'est vrai qu'à la mairie d'Antony, on a eu beaucoup de gens qui nous ont appelés pour nous demander s'ils pouvaient aider en quelque chose, quoi. On a été assez surpris, moi j'étais assez surprise, et c'est vrai qu'il y avait des gens qui proposaient faire des repas ou peut-être venir aider les uns et les autres. On a eu un moment où effectivement le téléphone sonnait beaucoup, et même sur l'hôpital privé d'Antony, il y avait beaucoup de demandes pour venir aider les hospitaliers à avoir peut-être des repas chauds, ou peut-être les transporter. Il y avait un VTC qui voulait bien transporter gratuitement pour éviter qu'ils aient du transport. Enfin, ça a été un moment où il y a eu un grand élan de solidarité, alors qu'on était quand même dans une situation compliquée, mais il y a eu un élan de solidarité, quoi. Alors, il y a une question sur les seniors, parce que c'est vrai que ça a été une population cible, les seniors, quand on a découvert la Covid-19, qui finalement avait été plus compliqué à gérer. Bon, même s'il y a quand même eu des gens plus jeunes qui ont pu être malades, mais il y a eu beaucoup de seniors qui ont même été en grande difficulté. Et donc c'est vrai qu'on a arrêté les visites. On a arrêté les visites dans les EHPAD, on a arrêté les visites dans pas mal d'endroits pour les protéger de cette maladie. Et en même temps, plus de visites, plus de liens, plus personne pour avoir du contact, du toucher, pour avoir quelque chose avec qui discuter. C'est vrai que c'est quand même très compliqué, quoi. Et donc du coup, c'est vrai qu'Anne, vous réalisez avec nous des ateliers sur la résidence Renaître. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça s'est concrétisé à ce moment-là pour vous ? Alors, comme tout le monde, quand on a su qu'il y avait que ce confinement se préparait, donc auprès des seniors, tout de suite, tout a été bloqué. Donc, mon service a été stoppé. Et rapidement, donc à Renaître, où j'ai un suivi là, 2 fois par semaine de personnes, donc un point écoute dans une salle Snow-Zélène, donc une salle avec tous les sens qui sont mis qui sont mis en avant pour aider les personnes à se détendre. Cette salle avait été fermée, et on s'est rendu compte en fait qu'il y avait beaucoup d'anxiété, peu de personnel, parce que certains étaient aussi chez eux. Et puis le personnel devait gérer toutes ces angoisses qui étaient démultipliées, des liens en famille parfois anxiogènes. Et puis parfois plus de lien du tout avec le déjeuner qui avait pu, chacun était chez soi, les portes fermées, etc. Donc voilà, Jacqueline Olmeta m'a demandé de revenir
dans la résidence. Et donc, on a remis en place en faisant vraiment attention, évidemment, moi venant de l'extérieur, aux gestes barrières. Mais voilà, où on s'est rendu compte qu'en fait, on confondait un petit peu la maladie et la personne, et que vraiment, il fallait recentrer sur la personne et les besoins primaires de ces personnes qui, pour certaines, n'ont plus beaucoup d'années quand même devant elles. Donc, ces quelques mois sont énormes par rapport à des plus jeunes qui se disent que voilà, c'est une période d'arrêt dans la vie. Pour elles, c'est quand même un petit peu les dernières années, donc on ne savait pas combien de temps ça allait durer. Donc on a remis en place, alors certaines choses étaient plus difficiles de toucher, donc il fallait faire quand même attention. Mais bon, certaines avaient besoin simplement de passer en se collant à nous, à moi. Bon, dans la salle, on ne faisait plus toutes les activités qu'on fait d'habitude, mais la musique, voilà, faisait du bien, les odeurs, caresser le dos, voilà, il n'y avait pas grand enjeu. Une attention particulière. Et puis surtout beaucoup d'écoute, parce que une incompréhension, déjà pour tout le monde, c'est compliqué parce qu'on ne sait pas grand-chose ou on ne comprend pas tout, mais pour elle particulièrement, il y avait vraiment besoin de beaucoup de souvenirs qui ressurgissaient quand même, ça faisait penser à certaines périodes, même si ce n'était pas du tout la même chose, donc besoin de raconter, besoin de revivre, besoin de parler, et voilà, donc... et puis voilà, leur seul lien à l'extérieur, c'était la télévision. Et pour certains, en tout cas, la télévision et donc ces informations. Donc, il fallait revenir à des choses plus positives et puis relativiser tout ce qui se passait, redonner du sens à ce qu'elles sont, à ce qu'elles représentent aussi, pouvoir leur redire le soin qu'elles prenaient à venir me voir. Ça leur faisait du bien de repartir en se disant « oui, je me suis habillée pour quelqu'un aujourd'hui, parce que sinon, à quoi ça sert ?» Voilà. Et puis, il n'y a pas eu que moi, puisque dans la résidence, au bout d'un moment, au début, c'était très compliqué à gérer, puisqu'il n'y avait plus personne qui rentrait. Mais après, donc, des personnes qui ne travaillaient plus en mairie, donc des jeunes des services sport, sont arrivés. C'était drôlement sympa, parce que c'est des jeunes qui ne sont pas du tout confrontés à des seniors, et qui nous ont dit, mais c'est une très belle expérience pour nous de se rendre compte de cet état de vie, des simples petits gestes, d'aller chercher une poubelle chez quelqu'un, de la descendre, et du lien qui se crée par ce petit geste quotidien. Voilà, donc même pour les jeunes, j'ai trouvé que ça donnait voilà, une autre relation à la vie, au moi, aux durées de la vie, parce que voilà, on ne vit pas tous, finalement, il y a des familles, dans le cadre de mon conseil conjugal, j'ai vu que pour des familles, ça avait été porteur de se retrouver, de pouvoir vivre des choses différemment, de remettre la priorité sur des choses essentielles de la famille. Mais pour elles, ben voilà, pour ces personnes isolées, c'est plus compliqué de se relier à d'autres personnes. Donc voilà, toutes ces petites présences et puis cette générosité, puisque voilà, je crois qu'il n'y avait pas d'obligation non plus, et ils sont restés vraiment tard parce qu'ils se sont accrochés à ces personnes. C'était une très belle chose. Voilà. Alors, c'est vrai que dans cette période-là, Florence, vous êtes coach en psychologie positive et neurocognitive. On a échangé ensemble un petit peu sur voilà, toute cette période, qui peut être en même temps, qui d'un côté est très anxiogène, parce qu'on regardait la télévision, on se demandait qu'est-ce qui allait se passer quand même, puis on ne savait pas dans combien de temps on allait sortir de cet épisode, donc c'est quand même une période compliquée. On entendait des mots très très durs à la télévision, donc comment faire avec ça? Et du coup, ça a pu quand même, pour certaines personnes, être une source de construction, de retour à l'essentiel. Je ne sais pas finalement, quelle approche vous avez, vous, par rapport à cet épisode inédit, par rapport à votre prisme à vous de psychologue positive et neurocognitive? Alors, je ne suis pas psychologue. Voilà, je suis coach en psychologie. Alors, okay. Je suis Vous vouliez que je rie une fois à la télévision, c'est bon. C'est fait. Mais rire, c'est bon pour la santé. Donc, continuez, c'est important. Et c'est prouvé, c'est très bon pour la santé. Excusez-moi, effectivement, c'est coach en psychologie positive. Alors, je suis conseillère conjugale et familiale et plus particulièrement formée en psychologie positive et en neurosciences cognitives. Et alors c'est intéressant parce qu'il y a un sondage, il y a une enquête qui a été réalisée après le confinement sur les couples et qui dit qu'il y aurait 10% de... Alors bon, c'est une enquête, voilà,
il y aurait 10% de couples qui se seraient séparés suite au confinement, 30% qui se seraient rapprochés et 60% pour qui le confinement n'aurait pas laissé, enfin voilà, leur relation de couple n'aurait pas forcément changé, ni en positif ni en négatif. Bon, les 10% de couples qui, a priori, se seraient séparés, souvent c'est des choses qui existaient en amont, et le confinement, le fait d'être 24/24, ça a cristallisé des choses. Mais c'est intéressant de voir qu'il y a quand même 30% de couples qui, justement, comme disait Anne, se sont retrouvés le midi pour déjeuner ensemble, le papa qui normalement rentre peut-être un peu plus tard a pu raconter l'histoire du soir, a pu jouer avec ses enfants, la maman aussi qui a pris du temps pour jouer avec ses enfants, pour être là, tout simplement. On a peut-être tous expérimenté, par exemple, qu'il y avait une pénurie de farine. On a pu... voilà, il y en a beaucoup qui ont recommencé à cuisiner. Et tout ça, ça favorise finalement des choses nouvelles. On parlait de sens, donner du sens. Alors c'est assez intéressant parce qu'en psychologie positive, on dit qu'il y a 5 facteurs de bien-être et il y en a 3 qui ont été particulièrement vécus pendant le confinement, c'est donner du sens. Là, on s'aperçoit que tout s'arrête pendant 2 mois. Finalement, quel est l'essentiel ? Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui est essentiel ? Qu'est-ce qui est important pour moi ? Et on se pose les bonnes questions, là. Je ne vais plus au travail, je reste chez moi, et qu'est-ce qu'il faut faire alors ? Tout à fait, oui. Alors, il y a déjà ça, la question du sens, et puis il y a 2 autres choses qu'on a particulièrement vécues et qui sont facteurs de bien-être, c'est vivre des émotions positives, faire des gâteaux, par exemple, jouer avec... manger des pâtes. Peut-être. En tout cas, prendre le plaisir de choses simples, et puis avoir des relations positives et des relations nourrissantes. Et là, dans ce que Anne, Amélie, Anne, voilà, vous avez pu expérimenter dans ce que vous faites que, voilà, il y a du lien qui s'est créé. Oui. On a profondément besoin de se sentir utile. Et là, les gens ont pu expérimenter ça. Même dans les quartiers, tout à fait. Les gens, ils ont fait les courses pour les voisins, parce que les courses, c'était quand même un moment compliqué. Il fallait faire 2 heures de queue. Et le fait, ne serait-ce que d'applaudir, se mettre sur son balcon, enfin dire bonjour et applaudir avec des gens qu'on n'ose pas trop dire bonjour parce qu'on ne les connaît pas ou parce qu'on est pressé, rien que ça crée du lien et ça fait du bien. Ça fait du bien. Voilà. Et en psychologie positive, il y a des études très intéressantes qui sont réalisées sur la générosité. Donner, ça rend heureux. Et ça, c'est quelque chose qu'on a pu expérimenter sur des toutes petites choses. Et bien, ça fait du bien. Voilà. Revenir à l'essentiel, à des gestes simples, à des relations simples, à des plaisirs simples. Et finalement, ça fait du bien, tout ça. Oui, bien sûr. Mais c'est vrai qu'on avait du temps, donc du coup, on a peut-être appelé plus des gens qu'on n'avait pas trop l'habitude d'appeler. On a été proposer son aide aux voisins parce qu'on allait faire les courses. Ça ne sert à rien qu'on soit à 2 à faire la queue. Donc, c'est vrai qu'il s'est passé un certain nombre de choses. Ça, c'est une réalité, quoi. Et ce qui a été dit sur la résidence Renaître ou sur les bénévoles, encore une fois, on a été, nous, très, très surpris par le nombre de gens qui se sont proposés, quoi. Et c'est aussi l'intérêt de cette conférence, c'est aussi pour montrer que, finalement, dans des situations compliquées, on peut aussi rebondir. Une fois qu'on a passé le cap, il y a un petit cap au début qui est un petit peu compliqué, on se demande qu'est-ce qui se passe, mais après, on peut rebondir et se dire, OK, puisque j'ai du temps, qu'est-ce que je vais faire de ce temps-là ? Des gâteaux ? Okay. Mais si on en fait pour ses proches, pour son voisin, pour cette petite dame qui est toute seule, oui. Alors, je rebondis sur ce que vous dites, cette capacité de rebondir. En neurosciences cognitives, on parle de résilience. Alors, c'est un mot qu'on a peut-être un peu entendu. Oui, on en a beaucoup entendu. Sur Internet, on peut voir cette photo sur Internet d'une fleur qui pousse dans le béton. Et c'est un peu le concept de la résilience, c'est l'image de la résilience. Il peut y avoir du béton, et on a l'impression que rien ne peut pousser dans ce béton, mais il suffit d'une faille, il suffit d'un petit quelque chose, d'une petite faille pour qu'une fleur puisse émerger de ce béton. Et en fait, la résilience, c'est ça. Même si tout paraît noir, tout paraît négatif, c'est jamais à 100%. Je pense que c'est rarement à 100%. Il y a peut-être 1%. Et puis, ce 1% peut suffire pour qu'une lumière passe à travers et faire émerger quelque chose. Et ça peut être juste un sourire, ça peut être juste une blouse ou 10 blouses, mais c'est ça déjà. Et ça fait du bien.
Et ça, il y en a quand même pas mal qui ont pu expérimenter que ça commence par très peu, et puis on prend ce goût de très peu, Oui. et puis on continue, et Oui. encore un peu plus, et encore un peu plus, puis finalement, on se laisse entraîner. Donc on peut se laisser entraîner dans un cercle vicieux, de négatif, de regarder des infos anxiogènes, d'alimenter des pensées anxiogènes, mais on peut aussi s'entraîner dans un cercle vertueux à, par exemple, juste en se posant une question le matin, quelle est la petite chose que je peux faire de positif aujourd'hui? Quel est là le petit service que je peux rendre aujourd'hui et qui va peut-être transformer? C'est ce que disait Amélie tout à l'heure. En fait, au départ, les gens sont peut-être venus, je ne sais pas si vous l'avez dit ou si on l'avait échangé ensemble, ils sont peut-être venus parce que ils s'ennuyaient un peu chez eux. Ils avaient envie de donner quelque chose, et puis rester à la maison, c'est pas forcément simple quand on n'a pas l'habitude. Hein. Je veux dire, ça arrive pas à grand monde, de s'arrêter comme ça du jour au lendemain et de se dire aujourd'hui, j'ai rien à faire. Hein. Et du coup, peut-être qu'il y a des gens qui ont pu venir au bénévolat, ont pu venir faire des choses pour ça. Puis en fait, ils ont continué à venir, alors qu'ils auraient très bien pu, au bout d'un moment, peut-être trouver d'autres distractions, aller. Il y a beaucoup de gens qui ont été faire du sport sur les réseaux sociaux. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se sont développées. Hein. Les gens, ils avaient un carnet d'adresses de choses qu'ils faisaient. Après, à telle heure, ils regardaient telle émission, tel truc, etc. Mais quand même, ils sont restés de plus en plus. Donc, ils y ont trouvé quelque chose. Un peu ce que vous êtes en train de dire. La petite fleur continue à pousser. Quoi. Bien sûr. Donc, c'est vrai que c'est important. Quoi. On a vu aussi, donc, dans les 10 changements, qu'il y a eu beaucoup de téléconsultations qui se sont faites. Alors, bien évidemment, on avait moyennement envie d'aller à l'hôpital ou d'aller voir son médecin, surtout s'il y avait des gens là-bas qui toussaient ou des choses comme ça. Donc, la téléconsultation a beaucoup augmenté. Même les derniers chiffres sont assez impressionnants. Hein. Donc, il y a vraiment beaucoup de gens, et les médecins s'y sont mis aussi, parce qu'il y avait aussi beaucoup de médecins qui n'étaient pas tout à fait encore dans cette téléconsultation. Vous, docteur Augendre, vous avez eu aussi parfois, avec la téléconsultation, avec du suivi à distance, il y a eu des choses qui se sont passées du coup aussi à l'EPS Erasme. Oui, tout à fait. Donc, docteur Jacqueline Augendre, je suis pédopsychiatre et responsable de service à Erasme qui couvre quand même une grande partie du Sud 92, à peu près les 2/3. Donc, beaucoup de communes, dont Antony qui accueille le PS Erasme, et nous en sommes ravis. Effectivement, dire un petit mot de la téléconsultation, mais aussi rebondir sur ce que je viens d'entendre et témoigner de tout l'enthousiasme qu'ont pu mettre les soignants et pour qui se rendre utile fait partie des données de base de notre motivation première. Alors là, ça a été très difficile, mais nous avons vraiment vécu une période solidaire et inventive. Donc je voulais remercier tous les soignants et aussi ceux qui ne sont pas en psychiatrie et qui ont été aux premières lignes. Je crois que vraiment, on peut se rappeler de tout ce qui s'est passé pendant cette période, qui a des conséquences plutôt positives pour nous, qui avons retrouvé très précisément le sens de notre métier et ce qui nous anime au quotidien. Alors, à propos de l'inventivité, en psychiatrie, il y avait très peu de télémédecine, et qui était surtout une télémédecine faite par des libéraux, très peu dans le service public. Or là, en particulier en pédopsychiatrie, puisque nous avons eu une chute drastique et pour cause des consultations en présentiel, nous avons tous gardé une permanence, c'est-à-dire qu'il était toujours possible de consulter dans ce Sud 92 que je connais bien, un pédopsychiatre pour des urgences. Alors les urgences ont surtout été le fait de familles en grande difficulté ou d'adolescents pour qui c'était quand même très difficile de se retrouver confinés avec les parents, puisque vous savez que le propre de l'adolescence, c'est justement d'essayer d'en sortir. Donc on a vu ces situations en présentiel. Tout le reste du travail s'est fait en téléconsultation.
Je crois que les libéraux ont commencé un petit peu avant le service public. Pour nous, c'était une grande nouveauté. Il fallait déjà avoir le matériel qui suive. Donc, on s'est arrangé comme on sait faire quand on est soignant. Et je remarque que vous aussi, vous savez faire. Oui, c'est ça. Et nous avons fait des téléconsultations et des vidéoconsultations avec ce problème de respect du secret professionnel. Tout ça a été pensé. Et des visioconférences pour, vous savez que le travail en équipe est très important pour nous, pour échanger ensemble. Alors, les vidéoconsultations ou les visioconsultations nous ont permis, au même rythme que celui habituel de consultation, donc là, actuellement, je travaille en pédopsychiatrie avec les enfants, de faire des entretiens en visio ou en vidéo, qui étaient très différents, avec ce côté positif pour nous, qui était de pouvoir parler aux deux parents. C'était ce que je voulais dire, à savoir que souvent nous voyons plus les mères que les pères. Nous souhaitons toujours que les deux parents soient là, mais c'est un peu difficile. Nous avons l'accord des deux parents, mais on voit assez peu les pères. Or là, on a pu avoir des entretiens aussi avec les pères. Les situations étaient différentes selon qu'il s'agisse d'un entretien psychiatrique ou pédopsychiatrique, d'une psychothérapie ou d'un travail d'une orthophoniste ou d'une psychomotricienne, qui sont les professions qui forment l'équipe de nos centres médico-psychologiques. Alors, après une phase de difficulté, voire d'impossibilité, on a vu des psychomotriciennes inventives, trouver différentes façons de travailler. Le parent qui éventuellement aidait avec l'enfant sur les genoux et qui faisait les gestes que lui proposait la psychomotricienne. Et de même l'orthophonie. Alors évidemment, ça n'est pas souhaitable à long terme, mais ce travail a pu quand même se tenir, continuer, oui, bien sûr. avec soit un professionnel qui venait en présentiel dans le lieu dédié, soit qui, de son domicile, ça c'était un peu plus difficile parce que les professionnels avaient aussi un confinement à leur domicile. Donc ça a été la difficulté, je pense notamment aux psychothérapies où il faut une certaine intimité. Nous avons découvert, ça a plutôt assez bien marché. L'autre petit mot que je pourrais dire quant au confinement, c'est que, pour reprendre les chiffres, mais je n'ai pas de chiffres aussi précis que ceux que vous donnez. Ce que je peux dire, 10, dans 30, 60. la consultation que j'ai eue, par exemple, mercredi, une famille m'a dit le confinement, ça a été formidable. Alors, je pense que pour des enfants en difficulté de séparation, ou les absentéistes scolaires, il y a vraiment des enfants pour qui ça a été comme un apaisement d'être au domicile avec les parents. Bien sûr. Il y en a eu d'autres, comme je les disais, vacances, des adolescents pour qui parfois ça a pu être très compliqué, et les familles qui génèrent un peu d'anxiété du fait de relations, d'interrelations familiales complexes. Pour cela, ça a été difficile. Ce qui a été très difficile aussi, c'est quand des symptômes anxieux ont été aggravés par la peur de la Covid et de ce fait éventuellement transmis aux enfants. Mais on a eu ces situations, on a surtout été très satisfait de rencontrer la famille dans son entier. Je pense, à mon sens, que les téléconsultations vont un peu se poursuivre. On n'est pas complètement sorti, on n'est pas dans le confinement, sauf que, par exemple, nous avons beaucoup d'annulations et que c'est problématique d'annuler une consultation parce qu'un enfant a un tout petit peu de fièvre. Ça n'est pas la Covid, mais il y a une anxiété. Nous allons très certainement garder notre cap et poursuivre les soins psychiques qui sont particulièrement nécessaires en cette période. Alors, il y a un internaute qui vient d'écrire en même temps que vous parliez en disant que la visioconsultation a été pour moi une vraie découverte, efficace pour elle, et elle espère même qu'après la Covid, nous conserverons ce mode de consultation pour ceux qui le souhaitent. Alors, écoutez, ça ne dépend pas que de moi. Non, bien sûr. Ça va dépendre de l'ARS, de l'assurance maladie. Vous voyez qu'on travaille
en respect des indications qui nous sont données par nos tutelles. Et puis, le soignant lui-même est plus ou moins à l'aise avec cette question. Il y a aussi une question de génération. Je pense que c'est pour ça que c'était rajouté pour qui le souhaite. Peut-être voilà. que ça peut correspondre à certaines personnes et pas d'autres. Effectivement, ça va être quand même une question qui le souhaite, parce qu'il se peut que des personnalités un peu phobiques, entre guillemets, préfèrent la téléconsultation. Dans ce cas, nous commencerons peut-être par la téléconsultation, mais pour en finir par le présentiel. Parce que pour nous, il y a quand même ce qu'il en est du contact humain, du contact avec l'autre en présentiel, qui ne sera jamais totalement remplacé par la vidéoconsultation. Mais vraiment, elle nous a beaucoup appris, beaucoup surpris, et ça continuera très certainement, avec des taux de remboursement qui seront décidés par la Sécurité sociale. C'est pareil, alors ça revient un petit peu à ce qu'on avait commencé à évoquer tout à l'heure. Cette situation nous a obligés à rester chez nous et ça a favorisé des choses sur la sphère familiale. Au niveau des enfants, est-ce que c'est quand même une période particulière, puisque pendant plusieurs mois, là, presque 6 mois, ils ont été dans une sphère un peu différente. Je ne sais pas, en tant que pédopsychiatre, y a-t-il quelque chose à comprendre pour eux au regard de cette période? Alors, sans rentrer dans les grands détails, mais est-ce qu'il y a des pistes qu'on pourrait donner aux parents par rapport à cette situation pour les enfants? Je dis ça parce que j'ai entendu, même à l'école, des enfants parfois qui, du coup, disaient il ne faut pas me toucher. Je veux dire, ils ont beaucoup aussi été imprégnés de la télévision et d'un certain nombre de choses. Est-ce que, du coup, pour eux, de vivre cette période-là, pour les seniors, peut-être qu'ils se sont rappelés des périodes antérieures, mais là, les enfants, ils n'ont pas de repères. Comment ils entendent cette histoire de gestes barrières, de ne pas se toucher, de ne pas avoir de lien? Est-ce que c'est quelque chose qui aura des répercussions, qui a comment les enfants pourront s'y retrouver après? Je peux vous dire ce que j'en pense sans détenir la vérité. D'abord, en tant que pédopsychiatre et en pédopsychiatrie, il y a quelques enfants très malades dont nous nous occupons. J'imagine, oui. Qui ont parfois également des parents très inquiets. Et ceci, nous avons beaucoup regretté que ce soit ces enfants-là qui sortent le moins et qui même continuent à être en difficulté de par les demandes des parents. C'est-à-dire que paradoxalement, ceux qu'on aurait aimé le plus voir, ou en allant au domicile les rencontrer, ont été ceux pour lesquels les parents étaient le plus en difficulté pour nous permettre d'y accéder. Donc ça, c'est les situations les plus problématiques. Sinon, je crois que les enfants se rappelleront de cette période. Bien sûr. Même petits. Enfin, vous savez que nous, en pédopsychiatrie, nous pensons que les premiers moments sont tout à fait importants. Alors, est-ce qu'ils s'en rappelleront comme une période traumatique ou pas? Je pense que les tout-petits, et je parle là de familles qui n'ont pas de problème psychologique, ont beaucoup bénéficié, je l'ai vu autour de moi, chez mes voisins, d'être avec leurs parents. Par exemple, des enfants qui sont nés en début d'année et pour qui la mère a pu poursuivre son arrêt de travail et être avec son enfant en présence du père, c'était vraiment très favorable. Donc cela, je pense qu'il faudrait s'interroger sur ce sujet selon les âges. Oui, je comprends. Ça a été difficile pour les adolescents, je pense que c'était très favorable pour les tout-petits. Oui. Je pense que pour ceux qui sont dans la période de mise en place de l'autonomie, c'était plutôt un recul. Vous voyez, je ne peux pas donner une réponse globale. Bien sûr, on ne peut pas généraliser, hein. Voilà. Évidemment que et non. Donc, qu'ils s'en rappellent, ça me paraît certain. Il se peut qu'il y ait eu quelques situations un petit peu traumatiques. On a quand même été très attentifs aux familles préoccupantes. Hein. Et dans ce cas-là, bien qu'il y ait eu énormément de choses positives, comme nous le disons, nous avons à nous intéresser à l'autre et nous dire que peut-être certaines familles que nous aidons énormément, là, étaient en souffrance parce que tous les lieux qui recevaient, les institutions qui recevaient les enfants, ne pouvaient pas les garder pendant cette période pour cause de contraintes sanitaires. Donc ces enfants en institution toute la journée se retrouvaient dans leur famille, parfois nombreuses, et c'était difficile.
Il y a un certain nombre d'interventions, là, je lis en même temps. Hein. Ok, j'ai dû faire ce qu'il ne fallait pas. Aujourd'hui, il y a une intervenante qui me disait être, je ne sais plus comment c'est, excusez-moi, parce que moi je pensais aujourd'hui, est-ce que être angoissé aujourd'hui, est-ce que c'est normal, ou est-ce que d'avoir vécu une angoisse à cette période-là, est-ce que c'est normal, est-ce que beaucoup ont trouvé des ressources pour pouvoir se dépasser, peut-être avec le bénévolat ou avec d'autres choses, ou est-ce que finalement, comment on fait pour dépasser ce moment-là? Il y a une internaute qui nous a dit comment revenir au travail quand on se sent angoissé par la situation sanitaire. Je ne sais pas si vous avez une idée de qu'est-ce qu'on pourrait répondre, mais j'ai l'impression qu'être angoissé dans cette situation-là, je crois que tout le monde l'a été plus ou moins à un moment ou à un autre. Mais c'est vrai que dépasser ça, alors évidemment que si jamais c'est pas possible, hein, on a déjà dit tout à l'heure et il faut le redire, il faut ne pas hésiter à aller prendre contact avec des gens pour se faire aider. Mais est-ce qu'on a comment on peut développer nos ressources? Comment on peut la développer, cette petite fleur-là, qui, si jamais elle n'existe pas, parce qu'on nous a dit pendant longtemps qu'il ne fallait pas sortir, donc c'est vrai que ce n'est pas simple après de se dire, voilà, je vais ressortir. Donc, est-ce que les unes et les autres, vous avez une idée? Et il y avait une idée qui se montrait aussi, c'était de se dire, on m'a posé cette question, comment réussir à se projeter, justement, du coup, peut-être en étant angoissé ou pas, dans ce contexte compliqué, et retrouver d'une certaine façon sa motivation. Alors moi j'ai envie de dire deux choses par rapport à ça. L'angoisse c'est de la peur, une grande peur. Bien sûr. Et j'aime bien différencier la peur émotion de la peur sentiment. D'accord. La peur émotion, l'émotion c'est plutôt quelque chose de positif qui est un peu comme un warning. Par exemple, je traverse la rue, il y a une voiture qui vient très vite. Heureusement que je vais avoir peur parce que ça va me permettre d'avoir le bon réflexe et de reculer. Et cette peur-émotion, elle est plutôt bonne parce qu'elle va nous permettre d'avoir des gestes barrières, de ne pas nous mettre en danger, mais de ne pas mettre les autres en danger, et d'être responsable, et de se responsabiliser. Et cette peur-émotion, elle est plutôt bonne et plutôt saine, parce qu'elle va nous permettre d'avoir les bons gestes. Et c'est important de continuer à avoir ces bons gestes. Et il y a la peur-sentiment. La peur-sentiment, c'est un peu comme un petit hamster là, qui est dans sa roue, là, dans notre cerveau, et puis qui tourne. Et plus ça tourne, moins il arrive à arrêter de tourner. Et cette peur-sentiment, c'est vraiment, alors selon le jargon, c'est l'élaboration du psychisme. C'est quelque chose, j'imagine que je vais me faire tout mon petit cinéma, mon petit vélo intérieur, et qui va faire que d'un petit truc que je vais lire, je vais en faire une montagne. Et ça, là, c'est plutôt important d'arrêter ça le plus possible, de ne pas alimenter ces pensées, parce que ce sont des pensées, mais sur lesquelles va se greffer une peur, et puis ça va prendre beaucoup de place. Arrêter d'alimenter ça. Alors, il y a quelque chose qui est très intéressant qui permet... Alors, il y a plusieurs choses qui peuvent être faites. C'est déjà arrêter de regarder des infos anxiogènes en boucle. Ça, on a tous pu expérimenter qu'au début du confinement, on avait tous envie de savoir et on regardait. Et puis finalement, prendre un petit peu de distance avec ça, c'est plutôt pas mal. Il faut savoir que notre cerveau ne peut pas être en même temps et dans le passé, et dans le présent, et dans l'avenir. Il est dans l'un des trois. Et Anne a dit quelque chose de très intéressant par rapport aux seniors, c'est retrouver, alors peut-être pas forcément le toucher, mais être dans ses 5 sens. Ça évite d'être dans un passé anxiogène ou dans un avenir anxiogène. Donc se retrouver dans l'instant présent, dans le présent, être dans ses 5 sens, voir, se toucher, sentir, ressentir, ça permet d'apaiser les choses. Voilà. Mais je comprends que c'est difficile de retrouver les 5 sens parce que comment on vit dans un monde où on ne voit pas le visage, voilà, il va falloir qu'on réapprenne. Il va falloir qu'on réapprenne. Je pense qu'Anne, elle avait envie d'intervenir là-dessus. Alors, juste, on m'a demandé de redire aux internautes, donc vous pouvez continuer à poser des questions avec plaisir. Donc, la problématique, c'est vraiment sur Covid-19, le confinement, quel changement dans nos vies.
Donc toutes les questions, il y a un certain nombre de questions qui n'ont pas à voir avec le sujet, donc n'hésitez pas, si c'est des questions par exemple liées à la voirie, aux pistes cyclables ou des choses comme ça, vous écrivez sur Webmaster Anthony et on vous répondra, vous inquiétez pas. Mais posez vos questions sur le sujet. Anne, je vous redonne la parole. Excusez-moi, c'était juste parce que pour que les internautes n'hésitent pas à me redonner leur point de vue. Non, je réagissais par rapport à ce que disait Florence, parce que j'ai eu, au début, donc ça c'est plutôt ce que j'ai vécu en conseil conjugal et familial, parce que je me suis dit, les personnes sont à des stades d'aide, enfin ceux avec qui j'étais en contact, différents. Comment ça réagit dans les familles, je n'en sais rien, mais je voulais leur donner voilà, possibilité de parler de ces anxiétés ou voilà, si ça ne se passait pas bien, au moins de pouvoir avoir un échange. Donc j'ai proposé, j'ai essayé aussi, je n'étais pas très douée en vidéo et tout, mais un peu aidée, voilà, je m'y suis mis vraiment. Mais ça prenait ou ça prenait pas. Donc il y en a certains qui tout de suite ont dit « Ok, on continue par ce système-là ». Et j'ai eu notamment, je pense, un jeune couple que j'avais quand même, voilà, qui n'était pas très en forme, et qui m'a dit « Non, bon, on ne le sent pas forcément en vidéo, mais surtout, on aimerait, on s'est donné des règles, on s'est pris en main, et pour ne pas subir, on s'est donné des règles et on va essayer de tenir. » Et je me suis dit, eh bien, en fait, ils étaient un peu dépendants, ils se sentaient sûrement un peu dépendants de cette aide qu'ils venaient chercher chez moi. Et là, ils se sont pris en main et vraiment, il y a eu un mieux, mais vraiment grâce à eux. Donc je crois que tout le monde peut avoir cette créativité d'inventer des règles, d'inventer un schéma, de se dire qu'on n'allait pas subir cette actualité et cette Covid, voilà, finalement elle pouvait ne pas arriver chez nous, mais qu'est-ce qu'on se donnait comme règle pour bien vivre ensemble cette période qui de toute façon était à vivre. Voilà. Et certains qui étaient dépendants d'autres, je trouve, ont trouvé de la belle créativité et du mieux. Donc, moi, je pense que c'est donné à tout le monde, mais il ne faut pas se dire « pas moi ». Donc, je pense à ces personnes qui sont dans l'angoisse. Il ne faut pas essayer de sortir de « je subis ça », mais qu'est-ce que je peux faire de positif et observer autour de vous. Parce qu'il y a eu beaucoup de témoignages, beaucoup de rires dans les... on pouvait passer ses journées à rire de messages reçus. Oui. Il y a eu de la créativité en tous sens et chacun pouvait trouver un peu quelque chose, je pense. Mais il faut chercher, voilà, il ne faut pas subir. Oui, c'est vraiment une idée de se dire comment on va faire dans ce monde-là, parce que de toute façon, on aura ce monde aujourd'hui avec des masques, avec des choses, donc on va créer des choses avec ça. Et pourquoi pas, hein, finalement. On peut très bien aussi, ça peut être un jeu, ça peut être quelque chose qui peut rentrer. Parce que chaque question, on pourrait y passer 1 heure hein, sur chaque question. Évidemment qu'on ne va pas réussir à avoir, en sortant de cette émission, une visibilité sur tout ce qui a changé dans nos vies à ce moment-là. Mais c'est vrai que, au lieu de se dire que c'est compliqué, comment faire pour vivre avec, quoi, finalement. Et on a réussi à le faire, puisqu'on a réussi à créer beaucoup de choses, quoi. Et du coup, je me demandais si, avec le recul, et ça a été repris, y compris par d'autres, est-ce qu'avec le recul, on peut dire qu'être solidaire, ça a changé la vie des bénévoles qui sont venus, peut-être ou Anne ou Amélie, je ne sais pas. Est-ce que ça a permis de prendre du recul? Est-ce que finalement, le fait d'aller de l'avant et de donner des choses, ça a permis de prendre du recul? Est-ce que du coup, c'est ça, le fait de créer finalement avec ce qu'on a aujourd'hui? Oui, ça existe, oui, on a des masques, oui, et la maladie, elle est encore présente. Est-ce que finalement, le fait de se dire « allez, on va créer quand même quelque chose avec ça », ça nous permet de prendre du recul? Est-ce que ça a fédéré des choses? Oui, ça nous a permis vraiment de prendre du recul. Parce que, comme disait Florence, hein, au début du confinement, comme tout le monde, hein, on était devant la télé, on avait peur, on était sidérés, on n'osait pas sortir. Et du coup... cette aventure, ça nous a vraiment permis, vraiment permis de prendre du recul. Hein. Et prendre du recul surtout de rencontrer des belles personnes, de discuter, d'échanger sur plein d'autres choses que la maladie, que le confinement, que voilà. Donc
voilà, au début, ce qui était un peu comme une échappatoire, c'est devenu en fait, non, c'est devenu une rencontre. Voilà, rencontrer les gens et puis voilà. Et puis c'était des petites graines. C'est des gens, voilà, avec lesquels on a tissé des liens, quoi. Tisser des liens qui resteront de toute façon. Ouais. Ça permet des discussions et de se dire finalement on est tous un peu dans la même situation, avançons ensemble en fait. Voilà, c'est ça. Et puis même la situation maternelle, parce que pour faire des blouses, ben, on était en pénurie de tout, quoi. Oui. On n'avait rien, on n'avait plus de fil, on n'avait plus d'élastique, on n'avait plus de rien. Et on a vraiment été, voilà, c'est vraiment l'ingéniosité qui a pris le dessus, donc qui a un vieil élastique qui traîne chez lui, qui se rend compte qu'avec des collants, en fin de compte, on peut faire de l'élastique pour faire les poignées des manches. Enfin, vraiment, voilà, ça nous a... ça a remis les choses à leur place, quoi. Ouais, ça a remis les choses à leur place et de se dire, en fin de compte, avec pas grand-chose, on peut faire, voilà, avec pas grand-chose et avec de la solidarité, avec cet élan, on peut faire des miracles, quoi. Ouais. Alors sur la ville d'Antony, on a fait comme beaucoup de gens aussi, comme les gens n'avaient pas de masques, hein, puisqu'à ce moment-là, on était en pénurie de masques partout, voilà. On a lancé un grand projet aussi solidaire de masques, et c'est vrai que c'est aussi l'occasion de pouvoir remercier aussi le nombre de bénévoles. On a eu plus de 260 bénévoles qui sont venus récupérer des kits, hein, dont y compris votre association, hein. Donc en fait, c'est un projet à plusieurs mains, là aussi, c'est-à-dire c'est pour aussi dépasser. On s'est dit, si demain on est déconfiné et qu'on n'a pas de masque, comment on va faire ? Et en attendant de pouvoir en recevoir de nos fournisseurs, on s'est dit on va en faire nous-mêmes. Donc on a fait marcher les merceries, la mercerie du marché, les merceries de la ville. C'était une vraie volonté de la ville de pouvoir s'adresser aux locaux et à ceux qui avaient qui ne pouvaient plus travailler du fait que le marché était fermé, du fait que les boutiques étaient fermées. Et donc ça nous a permis d'avoir un peu plus facilement un certain nombre de matériels et de créer du lien avec eux qu'on n'avait pas créé à ce moment-là. Et on a investi la salle du conseil municipal ici, et un certain nombre de collègues de nombreux services de la ville d'Antony sont venus préparer des kits. On a préparé, je ne sais plus combien c'est, 517 kits, où on mettait du tissu, des élastiques, le petit fil de fer, les fils, etc., etc. Et on a distribué en drive-in. Et on a été aussi extrêmement surpris. Le premier drive-in, on n'en avait pas prévu assez. On a été rapidement en refaire ici en salle. Les gens donc, prenaient le matériel auprès de nous et nous ramenaient les masques faits, quoi. On a, grâce à ce projet de masques solidaires, on a fait quand même 6 907 masques. En fait, c'est les bénévoles de la ville d'Antony, et on ne peut que les remercier, puisqu'on a du coup été en capacité de pouvoir en donner aux gens les plus vulnérables, aux gens porteurs de handicap, à un certain nombre d'associations du quartier prioritaire. Et ça a été un beau projet. Et pour rebondir sur ce que vous disiez, du coup, on s'est retrouvés avec des collègues de différents services de la ville qui, du coup, les services étaient fermés parce que du fait du Covid étaient fermés. On ne se connaissait pas forcément parce qu'on n'avait pas toujours eu l'occasion de se rencontrer ou alors assez rapidement. Et on a discuté ensemble, on a discuté d'un certain nombre de sujets, de qu'est-ce que c'est pour nous, ce qu'on entend à la télévision, mais qu'est-ce que ça nous fait de rester chez soi et de ne pas pouvoir aller travailler ou un certain nombre de choses. Et finalement, cette conférence aussi, elle est née à cause de ça, parce que je me suis rendu compte que ça nous avait amené du changement entre nous, quoi. Et même encore maintenant, c'est des collègues qui se connaissent et qui, avant, n'avaient peut-être pas eu cette occasion de faire ça ensemble. On découpait du tissu et on coupait des fils de fer, hein, donc voilà, c'était pas non plus un travail très intellectuel, mais du coup, ça nous permettait de pouvoir discuter entre nous et de nous connaître entre nous, quoi. Et de rencontrer les bénévoles de la ville. Donc ça a été un projet vraiment très agréable. Et je pense que des choses comme ça permet de nous projeter vers autre chose, parce qu'au lieu de se dire bon, je n'ai pas grand-chose à faire, mon télétravail, je ne sais pas trop comment me débrouiller avec ça. Parce qu'on a parlé du télétravail. Alors nous, du jour au lendemain, enfin beaucoup de gens, du jour au lendemain, alors qu'avant on n'imaginait même pas qu'on pourrait faire du télétravail, on s'est tous retrouvés en télétravail. Dire bon, d'accord. Et voilà, c'était pour expliquer, en tout cas pour remercier, parce que tous ces bénévoles et les commerçants qui nous ont aidés et tous les services qui sont sentis solidaires de ça, ça a été vraiment une très très belle aventure, quoi.
J'ai de nouveau un certain nombre de questions. Alors, il y a un certain nombre de questions sur et les seniors, période compliquée pour eux aussi. Alors, c'est vrai qu'on en a déjà parlé tout à l'heure. Je ne sais pas s'il y a des choses qu'on peut rajouter de plus. C'est vrai qu'en ce moment, on est en train de redire aussi que peut-être que de nouveau, il y aurait des difficultés pour avoir des visites. Non, la seule chose que peut-être qu'on peut rajouter, c'est que pour les seniors, ce qu'on ne mesure pas, c'est les petites choses de la vie qui donnent le rythme. Nous qui avons un rythme à l'extérieur, on ne s'en rend pas compte, mais rien que dans une résidence comme ça, les petits rythmes de descendre pour prendre le repas, de devoir être à une certaine heure, se présenter pour prendre un rendez-vous, d'aller faire une course, ça leur donne un rythme et une santé, et qu'il y a eu énormément de changements physiques chez ces personnes, y compris celles qui allaient plutôt bien et qui ont beaucoup de mal à reprendre à remonter la pente. Et pour certains, c'est vraiment une chute libre, voire certains décès qui viennent à la suite de ça. Parce que ne pas aller au bout de sa rue chaque jour, c'est avoir perdu toute autonomie et tout repère. Des personnes qui n'arrivaient plus à allumer un micro-ondes, qui n'arrivaient plus à... Parce qu'il y avait une espèce de perte de tout. Donc c'est vrai que pour tous ceux qui peuvent être en lien avec les seniors, c'est vraiment pouvoir donner comme ça des repères, aider à donner... Il y a des familles qui, quand il y a un lien avec la famille, qui appellent de manière régulière, donc ça rappelle le jour, ça rappelle l'heure, ça rappelle... voilà. Et puis être sensible à tout ce que c'est que ces petites choses, ne pas vouloir tout faire pour des seniors aussi, pour qu'elles puissent maintenir un minimum d'activité physique, se promener avec un senior juste pour aller au bout de la rue, ça peut être énorme pour une personne de le faire régulièrement. Donc, oui. Puisque la solidarité a été mise en place, c'est peut-être des petites choses aussi qui peuvent être mises en place. Enfin, moi, j'ai réfléchi, c'est vrai, dans la résidence, c'est comment les aider. Là, maintenant, en ayant repris le rythme, je vois comme ça remonte pour certaines, mais il y en a certaines qui ont abandonné et qui pensent que jamais elles réussiront. Donc, garder l'espoir et leur donner l'espoir, c'est vraiment important pour la fin de vie de ces personnes. C'est ce que je vois, la notion du temps, en fait, aujourd'hui, elle est quand même beaucoup aussi... la notion du temps, elle est rythmée aussi par la situation sanitaire, puisque, voilà, on est dans un temps un peu imaginaire, elle est très rythmée. Est-ce qu'on pourra de nouveau continuer à sortir, à rencontrer des gens? Et ça a une incidence, évidemment, sur notre vie et nos projets de vie. Et du coup, c'est vrai que c'était pour revenir à la question auquel on n'a pas complètement répondu. Est-ce qu'on peut se projeter encore dans un contexte comme ça où on ne sait pas vers quel temps aller? Et comment on pourrait faire? Vous avez une idée de comment on pourrait répondre à cette question? J'ai une petite idée. Je vous en prie. Écoutez, je crois que ce dont on n'a pas parlé et qui est très présent aujourd'hui, voire générateur de peur, émotion ou sentiment, c'est l'incertitude. C'est ça. Et je pense que ça fait déjà quelques mois, puisqu'on a vu que les informations, ça a été un des points très importants. Chaque jour, pratiquement, chaque jour, les informations variaient, ce qui faisait que, par exemple, étant responsable d'un service, presque chaque jour, donc nous avions des cellules de crise, mais nous étions amenés à donner des informations un peu différentes. Donc, il faut une certaine souplesse pour accepter ça. Et je crois que c'est ce que nous avons, pour certains, acquis et que nous devons garder un certain temps. C'est-à-dire que je pense que c'est une temporalité, je la situe, alors on n'est pas là du tout pour avoir des propos scientifiques. Moi, je la situe grosso modo jusqu'au printemps 2021. Mais c'est quand même une temporalité assez longue. C'est-à-dire, je pense que c'est certes probablement un hiver un peu difficile qui nous attend. Et pendant cette période, donc la temporalité moyenne, je pense que je suis à peu près convaincue, comme d'autres situations, que nous allons nous en sortir, mais que ça va durer relativement, ça dure assez longtemps, et là on le voit bien, et que nous avons affaire avec l'incertitude. Or, effectivement,
chacun d'entre nous était habitué au savoir médical. Là, aujourd'hui, nous sommes dans une certaine incertitude et on entend effectivement des tas de choses. Donc, faire avec l'incertitude, ça ne paraît pas, mais c'est très difficile. Garder une certaine sérénité, et la question de la temporalité est importante. D'ailleurs, moi, c'est ce que je dis dans le service. On voit bien que là, ça recommence. On est de nouveau dans une période active, qu'on va essayer de ne pas se reconfiner, mais qu'on ne vit pas normalement. D'abord, on a des masques, on doit respecter les distances, il y a la fameuse question des cas contacts. Donc, ça peut être anxiogène, sauf si on apprend, là c'est peut-être pour revenir à cette notion de résilience qui nous amène dans cette situation très particulière, bétonnée on pourrait dire, non mais Boris Cyrulnik serait content de nous entendre, la question de la résilience elle est déterminante, mais on voit bien, et les soignants connaissent ça quand même, donc on voit bien comment dans cette situation difficile, nous avons commencé, vous l'avez tous dit là, à être inventif, à créer, à être solidaire. C'est vraiment des mots qui sont beaucoup revenus. Donc je crois qu'ils doivent s'étirer dans le temps parce que ça va durer un certain temps et nous allons faire avec notamment l'incertitude qui angoisse un certain nombre de personnes. Mais moi, je pense que si on sait l'aborder, maintenant on a un petit acquis. En gros, il me semble quand même qu'on a connu le pic et que ça va durer, mais ça va durer encore à moyen terme. Disons que l'effet traumatique, parce que j'ai un peu entendu ce terme aussi, est peut-être plutôt derrière nous. Il a existé, et comme vous le disiez, le rappeliez, il y a des numéros où les personnes qui vivent ce stress post-traumatique éventuellement pourront être adressées dans des consultations spécifiques en appelant, ça existe aujourd'hui. Donc ça c'est une chose, mais dans une temporalité que je situe à plusieurs mois, nous allons devoir poursuivre et tirer bénéfice de cette solidarité et il y a un autre mot que j'ai peut-être pas suffisamment entendu, c'est l'attention portée à l'autre. Oui. Et au fond, ça vous l'avez dit, nous en retrouvons quelque chose de positif pour nous. C'est-à-dire qu'à partir du moment... C'est valable même aussi pour les soins. On a une période un peu particulière en ce moment et étonnamment, effectivement, il y a la fatigue physique, mais psychiquement, d'être vraiment sur le terrain, aidant, ça a pu psychiquement nous faire effectivement un certain bien. Donc, je crois que pendant quelques mois, nous allons vivre comme ça, sans être dans l'aigu que nous avons connu pendant le confinement. C'est comme ça que j'aborde la situation, et je le perçois déjà, puisqu'il y a déjà des absences qui se profilent, des ruptures de soins éventuellement, donc il va falloir faire face à toutes ces situations. Et on a déjà une petite expérience, donc on va la réutiliser, porter des repas éventuellement, s'assurer qu'on n'est pas avec des personnes qui s'isolent. Et je vois que là, soignants et non soignants vont pouvoir continuer ensemble. Voilà, c'est aussi ce qu'on a appris, c'est être ensemble. Ouais. Ah oui, non. Alors moi, j'avais relevé des paroles d'internautes. Une jeune fille une jeune fille de 50 ans, on ne peut pas dire que c'est une jeune fille, mais une fille de 50 ans qui disait le confinement m'a permis de me rapprocher de mes voisins. On est passé d'un simple bonjour à une deuxième mamie pour ma fille. Et c'est un retour pour elle. Elle se dit il faut essayer au maximum de garder tous ces bons contacts et de balayer les mauvaises choses pour garder le bon. Donc il y a quand même beaucoup de gens qui interviennent dans ce cadre-là. Il y a une autre personne aussi qui disait il serait bon de garder cette solidarité, cette reconnaissance les uns envers les autres afin de faire changer les choses, qui me semble important au vu de la crise actuelle. Il y a beaucoup d'internautes qui interviennent comme ça sur les réseaux en disant qu'on a besoin aujourd'hui de garder ce bon qu'on a
qu'on a autour de nous, qu'on a découvert, hein, parce que parfois les voisins, on les a découverts, comme tout le monde travaillait à l'autre bout du monde, on ne se voyait peut-être pas avant, et cette solidarité et cette proximité, peut-être reconnaissance des uns et des autres, elle est vraiment importante, quoi. Effectivement, je pense qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer, mais c'est pas impossible que les choses ne soient pas immédiatement... Voilà. Et retrouver sa motivation, je pense que ça peut passer, on n'a pas vraiment rebondi là-dessus, mais ça passe aussi par ces choses-là, c'est-à-dire que de savoir qu'on a réussi à faire quelque chose pour pour un tel, ou peut-être qu'on a essayé d'aider une personne à aller faire ses courses, je ne sais pas. Donc toutes ces petites choses qui paraissent des petites choses, en fait, elles ne sont pas des petites choses. C'est ça qui fait... Parce que parfois, quand on dit on retrouver sa motivation, on cherche des grands trucs incroyables auxquels on n'arrivera jamais. Mais c'est aussi ça, c'est retrouver l'idée que voilà, on peut continuer à faire des choses qui n'ont peut-être pas l'air d'extraordinaires, mais qui font un tout, quoi. Bien sûr. Hein. Une bénévole qui me disait que en fait, ça nous aide autant que ça vous aide dans l'association. Voilà. Et c'est vrai que quand on aide les autres, on aide soi-même, et ça renvoie une image très positive de soi. Et ça permet de favoriser l'estime de soi quand on va vers les autres et qu'on est solidaire. Bien sûr. Et aujourd'hui, les bénévoles qui sont venus vers vous, ils continuent quelques mois après à être toujours attachés à venir. Peut-être que c'est plus compliqué parce qu'ils ont repris le travail, mais finalement, est-ce que ça a créé un peu un réseau autour de vous, de bénévolat, qui était peut-être moins important avant? Pour certains, oui. Pour certains, oui. Pour ceux qui ont encore le temps de s'investir. Voilà. Et oui, on a des gens qui sont restés, qui ont pris goût, qui ont aussi apprécié d'intégrer une équipe, d'intégrer des gens qui partageaient les mêmes valeurs qu'eux, et qui reviennent, oui. Qui reviennent et qui continuent encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui. Et du coup, vous, votre association, il y a un noyau qui continue, il y a un lien qui reste entre vous? Oui. Alors, on n'avait pas fait des statuts d'association, hein. C'était vraiment un groupe qui s'est constitué. C'était un groupe qui s'était constitué. Oui, bien sûr. Oui, on garde des liens, on s'envoie des nouvelles. Oui, tout à fait. Tout à fait. On sait qu'on peut compter les uns sur les autres, quoi. Ah, ça, c'est quand même drôlement important, quoi. Ouais. Vous pouvez toujours continuer à poser vos questions. Si vous en avez, n'hésitez pas. Vous vouliez intervenir, je vous en prie. Effectivement, ne serait-ce que là, sur ce plateau, je réalise que sans le savoir, nous avons eu des liens. C'est-à-dire que vous avez fabriqué des surblouses qui sont venues à l'hôpital, que certains, je suis à peu près certaine que certains des patients dont nous nous occupons, très isolés, ont pu bénéficier de la petite échoppe. C'est ça. Donc au fond, il y a quelque chose qui à la résidence Renette, qui était, des personnes les masques âgées, du CMP ont été fournis par la mairie. Oui. Le lien, il existe en fait. Il y a un tissage autour d'une situation particulièrement difficile qui s'est créée, et nous souhaitons que ça perdure, évidemment. Bien sûr. C'est quand même tout à fait important que ces liens-là se poursuivent. Alors, c'est aussi, moi j'ai envie de parler un peu des jeunes. Je crois que c'est aussi important que nous, qui sommes d'une génération plutôt parentale, voire grand-parentale, je ne sais pas, nous puissions signifier à nos jeunes que nous sommes aussi capables, j'apprécie quand vous dites oui, c'était une association, mais j'avais pas de statut, parce qu'on sait que créer une association, c'est des statuts, c'est des assemblées générales, c'est moi qui ai dit ça comme ça. Oui. Mais au fond, ce qui est précieux dans une association, c'est pas tellement tout ça, c'est de s'associer ensemble avec un but commun. Et que là, on a fait sauter toutes ces barrières qui sont parfois des freins pour n'en récupérer que ce qu'il y a de meilleur. Et je pense que ça n'est pas très simple pour les générations qui arrivent aujourd'hui et qui voient à quel point
quand même, nous avons connu des années heureuses qui sont pas tout à fait, enfin, qui seront forcément différentes pour eux, et qu'ils sachent que nous aussi, nous sommes capables, dans une situation difficile, de réagir et de réagir autrement qu'avec une consommation à outrance, de réagir parce que la situation est difficile et que l'entraide humaine, c'est ce qui est le plus précieux. Donc je trouve que c'est un message à faire passer pour retrouver aussi cette envie, ce dynamisme, ces créations de projets qui peut-être ne seront plus les mêmes. C'est un petit peu ce que nous entendons dans les retours éventuels vers enfin, l'éloignement des grandes villes peut-être, ou l'intérêt pour le vivant, mais le vivant humain et animal, ça aussi c'est une des grandes données qu'en tout cas moi je n'avais pas au même âge. Et il me semble que le fait que nous soyons aussi dans notre génération et avec nos fonctions sensibles et capables de bouger, de changer, de ne pas être dans une immobilité de confort, c'est très important pour les jeunes générations. Voilà, c'est un petit peu au-delà de la pédopsychiatrie, oui, mais je trouve que ce sont des messages à faire passer, puisque très souvent les jeunes générations nous disent ça ne sera pas comme pour vous, et c'est vrai que c'est moins facile, et leur montrer que nous avons eu inventivité, créativité, voire résilience dans cette période difficile. Je trouve que c'est une belle image qu'on peut faire passer. Alors moi, j'aimerais rebondir sur ce que vous dites. Ça fait 10 ans que j'accompagne des couples et je m'aperçois que la nouvelle génération de couples, alors je ne sais plus comment elle s'appelle, quelle lettre elle a là, mais les 25-35 ans vont arriver beaucoup plus vite en consultation dès qu'il y a une problématique de couple. Alors que l'ancienne génération, un peu notre génération, va attendre 5 ans, 10 ans. J'ai entendu une fois, j'aurais dû venir vous voir il y a 15 ans, 15 ans à ne pas oser. Et là, cette nouvelle génération a envie, connaît l'écologie, a envie de fabriquer ses propres produits, a envie elle est plus inventive. Elle est plus inventive, se prend plus en main. Je vois beaucoup de jeunes couples qui ont testé le télétravail et qui se posent la question sérieusement d'aller maintenant en province. Ouais, moi je suis pleine d'espoir pour cette nouvelle génération qui a envie de se prendre en main et qui a envie de faire quelque chose de beau de leur vie. Oh ben moi je pense que cette période-là, hein, le fait qu'on ait été comme ça arrêté en télétravail, ça a bousculé un certain nombre de choses dans nos vies. Ça c'est une évidence. De pouvoir organiser son temps différemment. Alors, il y a des contreparties, on ne va pas discuter des contreparties, mais de pouvoir organiser les choses différemment et de ne pas avoir 1h30 de transport ou des choses comme ça, ça a modifié plein de choses. Ça, on a plein de témoignages de gens qui s'interrogent, qui se demandent s'ils vont partir justement en dehors des grandes villes parce qu'ils ont été dans les grandes villes et c'était compliqué, et qui se demandent est-ce qu'ils vont changer leur mode de vie, hein, et voilà, et même de consommer à côté de chez eux. Enfin, il y a eu quand même une réflexion. Alors, les gens ont été au supermarché, on était bien obligés, mais il y a eu quand même une réflexion de se dire je consomme à côté de chez moi. Les vacances, ça a été quand même typique. Tout le monde avait largement avant prévu ses vacances au mois de mars, tout le monde savait précisément où on allait partir. Et là, presque tout le monde a décidé, indépendamment du fait que c'était peut-être pas possible, de partir très très peu, ou voir à côté, ou de découvrir la France. Et à mon avis, les voyages aux antipodes ou ailleurs, ça fait partie des 10 changements que j'avais notés. Les gens vont prendre un certain temps, alors il y en a peut-être qui iront, mais qui prendront un certain temps. Donc il y a quand même une prise de conscience qui a été faite à ce moment-là de ce monde. Le monde nous a arrêtés, nous a dit, bon, ben maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Donc ça, c'était quand même un truc incroyable. Et il y avait aussi toute la reconnaissance vis-à-vis des professions qui sont indispensables, hein. Une prise de conscience de découverte de métiers. C'est pas qu'on les découvrait, mais c'est vrai que les caissiers, les femmes de ménage, les aides au domicile, les conducteurs de bus, les routiers, parce que eux, on les a pas confinés chez eux, on leur a dit on a besoin de vous pour la chaîne de solidarité, c'est vous qui allez nous permettre de manger et d'être ravitaillés, quoi.
Donc ça aussi, c'est une prise de conscience différente. Je pense que les gens ont dû se dire que c'était... tout le monde était important, quoi. On était tous en barque, hein, donc oui. C'est ça. Et donc là, on s'aperçoit que non, il n'y a pas de différence. On est tous voilà, dans le même bateau, dans les mêmes difficultés. Et là, on a besoin des uns des autres. Tout à fait. Et là, ça s'est vu particulièrement. Tout à fait. Je pense à ces histoires d'angoisse de personnes qui restent dans cette tristesse ou cette angoisse de ne plus avoir ce qu'il y avait avant ou d'être coincées. Il y a une senior qui me disait il n'y a pas très longtemps, moi, quand j'avais 6 ans, elle a dû perdre son papa au moment de la guerre. Elle était triste et elle est rentrée dans une école où on lui a dit ici le maître mot c'est sourire dans toutes les circonstances. Donc j'ai mis un peu de temps et autres et puis au bout d'un moment on m'a obligée, quoi. Il a fallu que je souris et ça m'a plus quittée et aujourd'hui je m'aperçois que vraiment ce sourire m'apporte le sourire des autres et je me dis dans ces circonstances je trouve qu'on a vu beaucoup les gens sourire. On a vu beaucoup des regards d'entraide, des regards, voilà. Et en fait, c'est aussi un changement. Là, on l'a obligé. Enfin, il faut s'obliger aussi parfois un peu à avoir une dynamique positive. Hein, ça ne nous tombera pas dessus, mais sourire entraîne le sourire des autres. Il ne faut pas attendre d'être heureux pour sourire, quoi, parce que voilà, on peut attendre longtemps sinon. Il y a un ou une internaute qui nous dit finalement dans cet épisode traumatisant, c'est le lien avec les autres qui nous a permis de dépasser l'anxiété de la situation. Donc c'est ce qu'on disait. Peut-être que ce désastre sanitaire va nous permettre de prendre conscience que nous avons besoin de liens, de contact avec les autres. C'est quand même beau de voilà. Il y a un internaute qui est en accord avec ce qu'on est en train de dire, quoi. La découverte des nouveaux métiers. Alors, il y a un mot qu'on n'a pas encore cité qui me semble clé. Oui. Pour bien vivre, quand on parlait de temporalité, c'est le mot acceptation. On est dans un monde là où tout bouge, où voilà, on ne sait pas si on doit se programmer des vacances ou pas, et puis on va se les programmer et puis ça va tomber à l'eau. Il y a besoin, ça fait partie de la résilience là, dans le concept de résilience. C'est pas mal en lien avec le deuil. Là, il y a des choses dramatiques qui se sont passées pendant ce confinement, des personnes qui ont perdu des proches et qui n'ont pas pu aller à l'enterrement, et ça a vraiment été dramatique. Et il y a eu des deuils qui ont été compliqués à faire et qui sont toujours compliqués, mais il y a aussi d'autres formes de deuil, c'est-à-dire perdre peut-être son emploi pour un temps donné ou être en chômage partiel, faire le deuil de sortir tout simplement, faire le deuil de faire des choses normales. Et cette résilience, ce deuil, en France, souvent, on le voit que sur des choses très importantes. Alors que, par exemple, en Angleterre, la résilience, ça peut être des choses de tous les jours, ça peut être des petites choses. Et on a plein de petits deuils. La vie, ce sont plein de deuils à faire. Et dans ce deuil, il y a plusieurs étapes, et il y a une étape qui est assez intéressante, c'est celle de l'acceptation. C'est OK, voilà, il se passe telle chose, on doit vivre avec, et c'est comme ça. Et je suis OK avec ça. Et en faisant la différence entre qu'est-ce que je peux changer, et être acteur là, de qu'est-ce que je peux changer dans ma vie, et qu'est-ce que je ne peux pas changer. Et être OK avec ce que je ne peux pas changer, je ne peux pas le changer. Donc ça ne sert à rien d'essayer parce que je ne peux pas le changer. Il y a des choses qu'on ne peut pas changer, puis il y a des choses qu'on peut changer. Et là, attaquons-nous à ça. Et ça peut être des choses simples, ça peut être OK, je décide de sourire. OK, je décide d'appeler tous les jours quelqu'un pour rester en lien, ou toutes les semaines j'appelle quelqu'un pour rester en lien. Et vraiment faire la différence entre les deux. Qu'est-ce que je peux changer? Et OK, j'y vais. Et qu'est-ce que je ne peux pas changer? Je laisse comme ça, parce que je ne peux pas le changer, ça ne sert à rien de me battre contre ça. Ouais, je comprends. Et vraiment, cette capacité à accepter, quand même, avoir toujours des projets, mais OK, oui, peut-être que ça ne va pas se faire, mais au moins je me mets des projets, je me fixe des projets, parce que ça me permet d'avoir un avenir. Et ça, on a besoin d'un avenir. Moi, je pense qu'on a été beaucoup là-dedans. Hein. Ouais. Je sais pas... Je pense que là, les vacances qui ont passé, tout le monde a été plus ou moins là-dedans, en ayant bien compris qu'elle serait différente cette année, comme l'année est différente. Tout à fait. Donc, tout à fait.
ce qui était étrange aussi, c'est le moment où on ne pouvait pas sortir et on se disait, avant on pouvait juste aller au parc et on n'y allait peut-être pas. Et maintenant, on ne peut plus y aller. On n'a qu'une envie, c'est d'y aller. Oui, tout à fait. Tout à fait. Quand on a découvert qu'on pouvait aller au parc, c'était incroyable. Quelle histoire. On peut aller, vous êtes sûr? Oui, oui. Bon. Je vois que l'heure approche. Je regarde s'il y a d'autres questions. Alors, on me dit qu'il y a une petite déconnexion, mais qu'on pourra toujours retrouver l'intégralité de la conférence jusqu'à la fin. Donc, je ne sais pas pourquoi il y a une petite déconnexion sur l'émission. Donc là, ça fait donc presque 1h30 qu'on est ensemble. C'est évident que on a le débat est bien sûr pas terminé. Chaque question, pratiquement, et on en avait encore d'autres, chaque question pourrait être le sujet d'une même conférence et même peut-être plus, parce qu'il faudrait creuser à chaque fois et aller encore plus loin dans le débat. L'idée n'était pas là de donner une solution absolument ficelée à la fin de ce débat interactif. C'était un premier débat pour exprimer un certain nombre de choses à travers nos prismes à nous, et évidemment, ce n'est pas le prisme de tout le monde. Pour toutes les questions auxquelles on n'aurait pas répondu, parce qu'il y en a quand même un certain nombre, on va les traiter en ligne, et donc n'hésitez pas à continuer à en poser ou à les poser, et on les traitera en ligne, il n'y a pas de problème là-dessus. Je pense qu'on pourrait peut-être résumer, alors résumer ça serait bien exagéré, mais un peu en parlant de la force du bénévolat et de la solidarité, qui a été quand même quelque chose d'important dans ce moment. Après cette sidération de se retrouver à la maison, on s'est rendu compte avec vos témoignages que c'était quand même quelque chose d'important et que, comme vous disiez, docteur Ogende, on était finalement, d'un certain point de vue, tous un peu liés, puisque les uns avaient fait pour les autres et les autres avaient fait pour les uns. Peut-être qu'on ne s'en est pas tous rendu compte tout de suite, mais qu'on va s'en rendre compte, parce que finalement, ça a été une chaîne qui s'est tissée entre nous, et qu'on a découvert nos voisins, qu'on a peut-être découvert qu'est-ce que c'était que être solidaire, qu'est-ce que c'était que de faire les courses pour le voisin qu'on ne connaissait peut-être pas avant, d'aller vis-à-vis des gens les plus vulnérables, voilà. Mêlant d'un certain point de vue le soin de soi et le soin des autres, un peu donnant, en allant vers les autres, on s'y retrouve aussi, et on retrouve aussi un peu sa motivation. Il y avait j'avais vu il y a un certain nombre de choses que j'avais lues, et notamment un psychiatre nous expliquait, alors peut-être que c'est une réflexion, moi ça m'a plu, peut-être qu'elle est juste ou pas juste pour tout le monde, mais puisqu'aujourd'hui on est plutôt dans une temporalité qui est assez différente finalement, puisque on ne sait pas trop, est-ce que c'est jusqu'au printemps, est-ce que c'est jusqu'à la fin de l'année, est-ce que c'est encore plus, on ne sait pas, et pour autant on est bien obligé de se projeter, de formuler des projets, de donner du sens au quotidien, de se dire, et c'est possible en fait, c'est possible de se donner du sens, même avec cette temporalité-là, ce n'est pas impossible. Et à condition, évidemment, on est obligé d'accepter qu'il y a une certaine incertitude, mais finalement, c'est peut-être pas plus mal, parce que du coup, on est un peu obligé de s'ancrer dans le présent. Donc on est là dans le présent, et on est là pour essayer de voir ce qui se passe là aujourd'hui. Peut-être que quand on était dans une autre temporalité, c'était plus compliqué de regarder ça. On était déjà en train de penser aux vacances d'après. Donc, c'était l'idée. Alors, évidemment, on avait dit dès le départ, et je le redis maintenant, cette période compliquée, si jamais vous vous sentez très en difficulté, vous pouvez toujours aller sur le site de la ville et récupérer tous les numéros de téléphone qui sont utiles pour vous aider, et n'hésitez pas. Encore une fois, on a tous été choqués par cette période, donc c'est important de prendre ce temps-là, d'exprimer ses émotions et ses difficultés. C'est vraiment très, très, très important.
La mairie d'Antony remercie tout le monde, hein, tous ceux qui ont pu participer à un moment ou à un autre à cette grande chaîne de solidarité et peut-être que va encore continuer. Et je vous propose, si vous le voulez bien, puisqu'on va bientôt rendre l'antenne, de pouvoir chacune notre tour peut-être dire un mot, une phrase, quelque chose qui est important et qui serait un peu notre conclusion à plusieurs mains. Donc je ne sais pas, je vous donne la parole les unes et les autres. Peut-être Anne, vous voulez commencer ? Moi, j'aurais dit osons créer, osons la créativité et la relation aussi, puisque la relation aux autres s'est développée. Osons la relation et réinventer les relations avec notre entourage. Et puis restons altruistes, restons généreux pendant cette période. Et je trouve que c'est une bonne suite pour même après tous ces événements. Voilà. Ouais, c'est joli. Alors moi, j'aurais juste envie de donner un mot-clé, renouveau. Waouh. Moi, je dirais à la fin. Alors moi, ce que je retiens, en fait, c'est vraiment la richesse des échanges qui nous ont donné beaucoup d'énergie, qui continuent à nous en donner et voilà, qui nous ont vraiment portés. Voilà, donc c'est de continuer à pouvoir vivre ça ensemble. La richesse des échanges. Beaucoup de choses ont été dites. Oui. Alors, peut-être que ce qui me tient le plus à cœur, c'est l'attention portée à l'autre. Oui. Bon, bah c'est à moi. Moi, je dirais optimisme. C'est mon idée. Moi, je pense que finalement, voilà, cette période un peu étrange va nous amener plein de bonnes choses pour nous ensemble et on va créer ensemble des choses. On ne sait pas encore quoi, mais on va les créer. Et Anne, qui s'est absentée 2 minutes, est-ce que vous avez envie de nous... Du coup, c'est vous qui avez le dernier mot. Ah, c'est moi qui ai le dernier mot. Eh bien, j'allais dire que pendant le confinement, il y a beaucoup de gens qui sont retournés à eux, voilà, qui ont pris du temps pour eux. Et c'était mon choix au début. Je me suis dit, bah tiens, je vais prendre du temps pour moi. Pardon, j'ai une petite quinte de toux. Et en fait, le confinement, je ne l'ai pas vu passer. Mais je ne regrette pas une seconde. Voilà. Je vais prendre avec de l'eau. Je vous en prie. En tout cas, je remercie tous les internautes. Il y a eu vraiment beaucoup de questions. Merci pour ce débat. Merci pour ce débat vraiment intéressant. C'est très intéressant de pouvoir poser les questions. Voilà. Donc, il y a eu beaucoup de réactions. Hein. Je ne les ai pas toutes lues pour pouvoir garder quand même le côté de l'échange. Mais voilà, tout le monde a été vraiment content par le débat. Voilà, n'hésitez pas, si vous le souhaitez, continuer à poser des questions, continuer à donner votre point de vue, donner votre point de vue sur ce qui s'est fait. Pour nous, c'est une première hein, de pouvoir faire cette conférence comme ça en direct avec vous. Et c'est avec plaisir, en tout cas, c'est un grand plaisir que j'ai passé avec vous. Je vous remercie pour votre participation. Je remercie les internautes pour tout ce qu'ils ont pu amener. Même s'il y a eu une interruption, même s'il y a eu un certain nombre de petites choses. En tout cas, voilà, je pense que voilà, c'est un grand changement et du coup, ce changement nous a amenés à faire cette conférence. Et pour nous, c'était voilà, c'est une grande chance de pouvoir l'avoir expérimenté. Voilà. Merci à vous et félicitations pour cette première. Merci beaucoup, Dr. Ogendre. Je vous remercie.